sur qui utilisent notre marque pour détourner du trafic et du chiffre d'affaires. Et est-ce que tu peux nous aider à réfléchir un petit peu sur des stratégies, des méthodologies pour pouvoir essayer de stopper ou au moins d'évaluer un petit peu cette menace. Donc, on a commencé à développer un outil des outils custom pour cette marque, puis pour 2, puis pour 3. Et puis, on s'est dit, bon, il y a quand même un sujet. C'est qu'effectivement, il y a pas mal de sociétés qui ont besoin de se prémunir, de savoir ce que font les autres de leur marque et de trouver des moyens de faire cesser ces atteintes en ligne et de faire fermer ces sites ou ces contenus non autorisés qui utilisent la marque qui utilisent la marque. Et donc, du coup, on a commencé à réfléchir et on a créé il y a 3 ans la plateforme MoneyBrand, qui est du coup une plateforme SaaS de surveillance des marques sur les moteurs de recherche. Alors, attendez, j'essaie juste de reprendre la main sur mon... Alors, attendez, j'essaie sur les slides. Hop. Voilà, donc MoneyBrand, on l'a créé il y a 3 ans avec un branding et des jolies couleurs. On avait été accompagné sur cette plateforme de marque par une excellente agence, par 1 minute 30. Je me rappelle encore de cet atelier. Cet atelier déterminant qu'on a fait ensemble, où tu pourrais nous commenter le choix de la couleur jaune, effectivement, qui était de se dire, et parce que le brief, c'est que fondamentalement, on n'est pas un outil, je veux dire déjà ce qu'on n'est pas, on n'est pas un outil de brand protection ou de protection ou de cybersécurité. Donc, naturellement, moi, j'étais arrivé avec des codes couleurs et une promesse autour de la sécurité, donc avec en tête des trucs noirs, rouges, tout ça. Mais effectivement, en termes de proposition de valeur, et aujourd'hui, vraiment, ça s'est renforcé là-dedans. MoneyBrand, c'est un outil d'optimisation digitale qui permet aux marques de récupérer de la performance digitale parce qu'on va voir en protégeant son territoire de marque, on contribue à améliorer ses propres leviers d'acquisition et à améliorer sa visibilité en ligne. Et donc, du coup, nos interlocuteurs privilégiés ne sont pas les directions juridiques, mais surtout les directions marketing et les directions digitales ou les responsables des différents sites qu'on accompagne et pour qui on leur permet d'avoir du coup de la transparence et de la visibilité pour pouvoir optimiser tous leurs leviers et canaux digitaux. Moi, je me rappelle surtout de notre atelier, au-delà de la marque et de l'identité, un gros travail sur le positionnement. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'offres complémentaires, mais difficiles à vendre ensemble, etc. Avec à chaque fois des petits revenus par-ci par-là sur chacune de ces offres. Tout à fait. Et le message que j'avais essayé de faire passer, c'était de se concentrer sur l'offre qui vous semblait la plus prometteuse. Différents, à chaque fois, c'était des discours commerciaux différents, etc. Oui, tout à fait. C'était effectivement ça et ça a été assez déterminant. Du coup, juste en termes de structure, aujourd'hui, quand on s'était rencontrés, on était 4-5 personnes. 2 ans et demi après, on est une vingtaine de collaborateurs chez MoneyBrand. On a une centaine de clients qu'on accompagne de manière régulière sur de la veille et la surveillance et la protection de leur marque. Et du coup, la structure continue de grossir. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, et je dirais là, c'est un tips pour tous ceux qui aspirent aussi à essayer de trouver un produit ou un outil sur Internet. Moi, je suis arrivé avec mes réflexes d'agence. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, la jeunesse de nos produits, c'est un petit peu des besoins clients qu'on a agrégés et qu'on s'est dit, tiens, il y en a un qui veut une surveillance sur les réseaux sociaux, l'autre qui veut une surveillance sur les sites de contrefaçon. Donc, on a essayé de développer des outils et de tout mettre dans une boîte. Mais en termes de persona, en termes de ciblage,
on parlait à trop d'interlocuteurs, on était une petite structure et on courait plusieurs lièvres en même temps. Et c'est vrai que tout ce travail qu'on a mené ensemble de repositionnement et de définition un petit peu d'un axe qui allait être l'axe qu'on a choisi aujourd'hui, qui était le plus porteur, ça a été déterminant dans l'évolution de la structure et de la société. Ouais, ce que je te disais, là, je suis en train de lancer un nouveau logiciel et c'est hyper compliqué. Je crois que ça fait 1 mois et demi que je galère autour de l'accroche et de la phrase de présentation du truc. Je crois que je Ouais. l'ai trouvé hier, mais j'ai eu 1 mois et demi de présentation, d'aller-retour, de trucs où je soumettais des idées, que j'étais pas content, etc. En fait, ce travail de positionnement et de réduire la proposition de valeur pour qu'elle soit extrêmement claire et différenciante sur le marché, c'est quand même, et en particulier dans le soft, quelque chose d'assez compliqué, quoi. Ouais. Bon, je suis content de te l'entendre dire parce qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était une douleur et que c'était hyper complexe, mais tu avais l'air de traverser ça avec tellement d'aisance que… Bah, c'est Voilà. toujours plus facile quand tu le fais pour les autres, C'est ça. parce que tu as le regard de l'extérieur. Voilà, donc bon, on va essayer du coup là, pendant ce petit moment tous ensemble, de parcourir et de prendre conscience un petit peu de l'enjeu de la surveillance de marque et de l'enjeu de savoir ce que font vos concurrents, les tiers, l'impact que ça peut avoir sur votre propre performance digitale et sur votre propre marque. Je dirais, en préliminaire, c'est un peu cette slide que j'ai envie de vous mettre, c'est de vous dire que Internet aujourd'hui, c'est le nouveau Far West. C'est vraiment le seul endroit au monde aujourd'hui où il y a un concurrent, un tiers qui peut utiliser votre marque en toute impunité. Et quand je dis marque, je dis image de marque, société, produit. Pourquoi ? Parce que, pour faire l'analogie, sur Internet, vous allez trouver des situations que vous ne retrouverez pas dans le monde physique. C'est imaginer que vous êtes un magasin ou un fabricant de chaussures. Vous avez votre magasin pignon sur rue. Et en fait, vous n'accepteriez pas qu'il y ait votre concurrent qui se pointe devant la porte de votre magasin et qui, au moment où vous avez des clients qui sont sur le point de rentrer, de franchir le pas de la porte, les stoppe, les arrête et leur dit: écoutez, madame, si vous voulez, regardez, on traverse la rue, j'ai mon magasin à moi, les chaussures sont moins chères, les chaussures sont plus belles, j'ai à peu près les mêmes modèles et que cette personne accompagne, prenne par le bras ce client qui était sur le point de rentrer dans votre magasin pour l'amener chez lui. En fait, cette situation, c'est une situation qu'on va retrouver de manière ultra fréquente sur Internet. Et si pour beaucoup, on se dit que c'est immuable et on n'a pas de marge de manœuvre, en fait, on peut s'apercevoir et on va s'apercevoir qu'il y a quand même des arguments et des solutions pour essayer de freiner cette pollution et ce détournement de trafic et de visibilité par des tiers. Donc, il faut bien se rendre compte de l'enjeu de je dirais, de ce parasitisme et de cette nuisance pour tout le monde, parce que ça concerne les grandes marques, mais ça concerne, je dirais, n'importe qui d'entre nous qui a une velléité de mettre en avant un produit ou une marque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, vous le savez tous, c'est aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est le point d'entrée d'un internaute lorsqu'il recherche un produit ou lorsqu'il recherche une information sur Internet. Et pour comprendre l'enjeu, il faut bien comprendre les volumes. Aujourd'hui, 30% des recherches sur Google, elles incluent le nom d'une marque. Donc, quand je dis elle inclut le nom d'une marque, là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de Moncler, qui est Moncler, mais il y a beaucoup de gens qui, quand on cherche, par exemple, un pantalon, je vais marquer Jean Levis ou Jean Lee Cooper. Lorsque je vais chercher, quand je vais chercher une assurance, je vais me dire, tiens, je vais mettre assurance habitation Matmut. Et je Et vais ça prend orienter. toutes les recherches qui sont faites pour aller directement sur le site de la marque. Tout à fait.
Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est que… Effectivement, pour plein de gens, ils ne passent pas par l'URL, ils passent par Google pour aller ouais. directement sur le Ouais, site, parce quoi. qu'en fait, souvent, on se dit, voilà, je veux m'acheter, là, par exemple, voilà, mon sujet, là, c'est une planche de snowboard parce que je pars au ski. Je ne vais pas marquer planche de snowboard, je vais me mettre planche de snowboard Burton ou Salomon. Ensuite, effectivement, potentiellement, je vais aller chercher, et je vais aller avoir un certain nombre de résultats parce que je vais chercher la moins chère ou je vais chercher le modèle qui me convient. Mais spontanément, c'est le travail de la marque, c'est d'associer sa marque au produit. Et donc, du coup, nous, quand on fait nos recherches, dans 30% des cas, on va inclure le nom d'une marque combiné avec d'autres mots-clés pour pouvoir aller faire cette recherche. Donc, et on ne va pas taper l'URL dans la barre de recherche, on va aller dans le moteur de recherche. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on n'est pas maître de l'affichage des résultats qui vont être affichés par le moteur de recherche sur cette recherche marque. Donc, juste petit point parce que je ne sais pas quel est le niveau. Donc, il faut bien comprendre que le modèle économique de Google, pour l'internaute, c'est complètement Oui, gratuit. bonjour. Pardon, oui, bonjour. Oui, pas tout bien, ça va? Il faut couper. Oui, ça va. Oui. Je vais le mettre en mute. Ouais, voilà, parfait. Donc, du coup, l'idée, c'est que le modèle économique de Google, qui représente 60% de ses revenus sur une base 300 milliards de revenus publicitaires sur 2021, c'est la partie annonce publicitaire sur le moteur de recherche. Donc, c'est ces liens sponsorisés, c'est les premiers résultats qui apparaissent lorsque vous faites une recherche, qui sont des résultats qui sont achetés par des entreprises pour s'assurer une visibilité sur des mots-clés génériques ou des combinaisons de mots-clés pour pouvoir s'assurer une visibilité. Et donc, du coup, on achète tous, en tant qu'annonceur, des mots-clés et Google détermine en fonction d'un certain nombre de critères qui va être affiché sur la requête pour pouvoir ensuite facturer des clics aux différents annonceurs en fonction de la page de résultats. Donc 30%, c'est important. Donc on parle d'un volume quand même qui est très fort. Non, je peux pas. Voilà. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour comprendre l'enjeu, sur ces 30% où il y a des marques qui sont captées, en fait, finalement, on s'aperçoit que 50% des annonces publicitaires sont, et parfois plus dans certains secteurs d'activité, sont captées par vos concurrents, des affiliés, des fraudeurs qui vont se positionner de manière intentionnelle ou pas sur cette recherche marque pour capter du coup, une partie du trafic, du chiffre d'affaires et de la visibilité qui, normalement, aurait dû dans une meilleure partie des cas, revenir à la marque officielle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, lorsqu'un internaute tape une requête en mettant le nom de votre marque, quelque part, il s'attend quand même à avoir des résultats, du moins les premiers résultats, qui soient pertinents et qui soient en cohérence avec sa requête. Pour reprendre mon exemple moi, de Snowboard Burton, si je tape Snowboard Burton et que j'ai que des annonces Salomon, Dynastar, Ed et que je n'ai pas de Burton, il y a un moment donné, mon appréciation de la marque Burton, elle va se dégrader dans mon cerveau, je vais me dire, bon, voilà, effectivement, Burton, c'est peut-être pas le bon choix. Donc, il y a une problématique de notoriété qu'il faut intégrer. Donc, du coup, voilà, 50%, et je vous dis, dans certains secteurs, nous, on le voit parce qu'on le traque pour l'ensemble de nos clients, c'est plus important. 50% des annonces où il y a une requête marque qui est tapée par l'annonceur sont captées par un concurrent. Alors, évidemment, ça implique aussi que la marque se positionne elle-même sur ses mots-clés en payant ou en naturel.
Donc, rapidement, qui sont, juste un petit mapping de qui sont potentiellement toutes ces personnes qui vont potentiellement chercher à se positionner sur votre marque, sur les moteurs de recherche. Vous allez avoir des concurrents. Hein, ça, je dirais, c'est naturellement ce à quoi on pense. Donc, ça va être ces concurrents qui, directs ou indirects, qui vont tenter de capter une partie de trafic et du chiffre d'affaires en détournant du coup des internautes qui feraient une recherche sur votre marque. Il va y avoir des revendeurs, qui soient autorisés ou pas. Donc, par exemple, pour reprendre mon exemple de planche de snowboard, vous allez avoir des sites comme Decathlon, comme GoSport, enfin des sites de sport, des distributeurs qui vont se positionner sur la marque. Et on s'aperçoit, nous, quand on le track, il va y avoir des distributeurs qui sont autorisés, qui sont des vrais revendeurs, mais il va y avoir aussi beaucoup de distributeurs parce que ce sont beaucoup des distributeurs qui sont nés de l'Internet et pour l'Internet. Il y a beaucoup de distributeurs en ligne aujourd'hui et qui sont habitués aux stratégies d'acquisition et même s'ils ne référencent pas la marque dans leur e-shop, vont se positionner sur des marques qui ont une notoriété ou qui ont de la visibilité pour ensuite essayer de ramener des clients sur leur propre site et leur vendre des produits alternatifs. Donc, les revendeurs, ça fait partie aussi des gros acteurs qui sont positionnés sur votre marque. Vous allez avoir des portails d'information et des blogs, des sites qui doivent faire de la notoriété, qui doivent pusher leur propre contenu, leur propre visibilité. Et donc, du coup, qui se disent, bon, voilà, je viens de faire un article sur Nike et donc, du coup, je vais essayer de me positionner sur la marque Nike pour essayer de ramener des internautes vers mon guide des plus jolies baskets, des portails d'information. Vous allez avoir beaucoup de comparateurs de prix aussi qui vont se positionner, qui sont habitués justement à toutes ces stratégies d'acquisition. Vous allez avoir vraiment des fraudeurs qui vont potentiellement se positionner et qui vont tromper là vraiment des internautes en faisant croire à l'internaute qu'ils sont sur le site officiel et qui vont trouver les produits officiels de votre marque et qui finalement vont être dirigés vers des sites de spamming ou des sites de contrefaçon. Et puis, vous allez avoir tous vos réseaux d'affiliation, si vous en avez, donc qui sont des sites qui ont vocation à toucher des commissions sur les ventes. Donc, il y a un certain nombre de marques qui ont des programmes d'affiliation. Et l'idée, c'est que pour eux, c'est beaucoup plus simple de se positionner sur le nom de marque que de créer un vrai contenu à valeur ajoutée pour vous renvoyer une vente que vous n'auriez pas eu par ailleurs. Mais il faut bien comprendre que quelque part, c'est comme si vous payiez 2 fois la commission parce que en tant que marque, si vous avez un affilié qui vous facture une commission parce que quelqu'un a tapé le nom de votre marque, entre guillemets, il n'a pas fait vraiment son travail d'aller vous chercher des nouveaux clients et vous allez le rémunérer pour une commission qui finalement, il n'a pas apporté beaucoup de valeur, si ce n'est vous squattez votre position et vous squattez votre marque là où vous l'auriez naturellement eu. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai fait une petite slide aussi. C'est une petite dédicace à Gabriel. En faisant cette présentation, je me suis dit, tiens, je vais taper la marque 1 minute 30, qui est une marque, qui est une agence digitale. Et en fait, voilà, la page de résultats que j'ai eue, vraiment, c'est j'ai tapé la marque et j'avais une agence publicitaire, j'imagine concurrente, que je ne connais pas, mais qui travaille sur des projets. Non plus, je ne les connais pas. Voilà, mais eux te connaissent a priori, puisqu'ils ont vraiment acheté, et j'imagine qu'ils ont dupliqué leur stratégie sur l'ensemble des marques. Donc, ils ont dû paramétrer des campagnes AdWords des campagnes Google Ads sur l'ensemble des agences digitales parisiennes. Ils ont acheté les noms de marques et ils se positionnent, ils payent des campagnes de pub pour se positionner avec cette velléité, j'imagine, de capter une partie du
du trafic de clients ou de prospects qui cherchaient à venir chez toi et qui se disent bah, tiens, ouais, je vais peut-être aller voir OSO, ils sont remontés, ça se trouve, c'est une bonne agence. Et donc, ils vont essayer de capter une partie comme ça de ton trafic. Donc, derrière cet exemple qui est là, ce que je veux vous dire, c'est que ces problématiques de surveillance de votre asset et de votre marque, il ne faut pas croire que c'est une problématique qui est à enjeu uniquement pour les gros, pour les marques du CAC 40 ou les marques avec une énorme notoriété. Aujourd'hui, 1 minute 30, Money Brand, votre marque, elle est aussi concernée par ces problématiques. Pourquoi? Parce que chacun à nos niveaux, en fait, un client, c'est important pour tout le monde. Et en fait, le fait de le perdre et de ne pas s'assurer que le funnel de conversion il soit optimisé et de perdre un client, ça a de l'importance pour vous. Alors, effectivement, on va dire que cette annonce-là, pour Renault, par rapport au trafic du minute 30, ce serait peut-être 50 leads de perdus. Mais pour 1 minute 30, ces 50 leads qui sont détournés, il y a peut-être dedans 1, 2, 3, 4, 5 clients qui auraient pu être convertis et pour lesquels 1 minute 30 n'aura pas l'opportunité de répondre n'aura pas l'opportunité de répondre à une demande ou un appel d'offres. Donc vraiment, j'attire votre attention sur le fait que ces problématiques de surveiller ce qui se passe sur votre marque, c'est une problématique qui nous touche tous. Donc, si on essaie de réfléchir maintenant aux conséquences que ça peut avoir, et là, je vous les livre un petit peu en mode voilà, en vrac, mais et chacun a des conséquences et vous en verrez plus si vous commencez à réfléchir un petit peu aux différentes conséquences que ça peut avoir pour vous. Mais vous l'aurez compris, il y a des conséquences en termes d'image, puisque c'est sûr, quand vous avez un internaute, comme dans le cas de Gabi, on tape 1 minute 30 et on arrive sur un autre site, en termes d'image pour l'internaute, ça vient dégrader l'image. En termes de business, on en a parlé très clairement. Surtout les recherches liées à une marque, c'est des recherches qui sont des recherches ultra qualifiées pour votre business. On n'est pas en train de se dire, voilà, agence digitale et la première page, parce que Gabriel avait bien fait son boulot, c'est Gabriel qui tombe dessus. Mais agence digitale, on ne sait pas ce que la personne veut. Mais quand la personne a tapé 1 minute 30 ou a tapé Nike, très clairement, on se rapproche de la conversion et on se rapproche du business. Et donc, du coup, tout ce détournement et toute cette pollution sur votre marque, ça a un impact qui n'est pas forcément toujours facile à quantifier, mais très clairement, c'est un impact sur votre business et sur vos transformations. Ça a un impact de facto sur votre trafic et sur votre visibilité, puisqu'en fait, c'est autant de clics et autant de personnes qui ne vont pas aller sur votre site Internet, qui vont aller sur le site de vos concurrents, de vos affiliés. Et donc, du coup, ça a un impact sur votre propre trafic. Quelque part, ça a un impact sur l'expérience utilisateur, puisque, voilà, comme je vous disais, moi, si je cherche à m'acheter une planche Burton et que je ne vois aucun résultat Burton, je me dis, je me suis peut-être trompé. Burton, c'est peut-être plus la marque iconique que j'avais en tête il y a quelques années. Il faut peut-être que je rechallenge. Il y a peut-être d'autres nouvelles marques qui sont plus performantes et qui ont aujourd'hui une meilleure légitimité et notoriété. Et du coup, c'est important aussi de le souligner. Ça a un impact sur les coûts marketing. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont habitués aux campagnes AdWords, vous savez que lorsque vous cherchez à vous positionner sur un mot-clé dans vos campagnes, le coût de ce mot-clé dépend d'un certain nombre de facteurs. Et l'un des gros facteurs, c'est la concurrence et le nombre de personnes qui souhaitent se positionner sur le mot-clé. Et donc, en fait, plus vous laissez d'espace à vos concurrents pour acheter vos mots-clés marques, pour acheter votre marque, plus vos propres campagnes marketing vont coûter cher, puisque vos CPC, vos coûts publicitaires
vont être plus importants parce que Google, l'algorithme de Google va déterminer qu'effectivement, c'est un mot-clé qui est recherché et donc, du coup, va augmenter les niveaux d'enchères de tout le monde jusqu'à temps que on arrive à un bon équilibre entre le niveau d'enchère et le niveau de personnes qui souhaitent se positionner sur l'enchère. Parce que, oui, Google, ce n'est pas un mécène, il est là pour optimiser ses profits. Et c'est pour ça qu'on arrive, par exemple, sur des requêtes de nom de cabinet d'avocats ou des requêtes en large aux États-Unis, on arrive sur des coûts au clic de plus de $40 le clic. Donc, pour qu'un internaute clique sur votre annonce, à chaque fois qu'il va cliquer, Google va facturer $40 le clic. Donc, les enjeux sont forts et effectivement, la maîtrise de votre marque permettent d'optimiser justement ce coût. Et puis, je dirais le dernier élément, alors là, qui est plus peut-être pour des marques avec plus de notoriété, que je vois et qu'on rencontre et sur lequel on accompagne nos clients et partenaires, c'est un problème sur vos contrats de distribution avec vos circuits de distribution officiels, puisqu'en fait, lorsque vous ne faites pas votre travail de protéger votre marque, mais quelque part, vous dégradez la qualité de vos contrats avec vos distributeurs officiels dans la mesure où vous leur avez donné à eux un accord, ou pas d'ailleurs, mais d'usage de votre marque dans leur campagne ou dans leur référencement. Et donc, du coup, vous, indirectement, vous dégradez un petit peu la qualité de votre relation avec toute votre distribution commerciale lorsque vous ne les accompagnez pas sur ces sujets de protection de la marque. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions peut-être. Enfin, je ne sais pas quel est le format. Si, vas-y. Mais voilà, comme on n'est pas nombreux, surtout si vous voulez interagir sur certaines infos, certaines slides. De faire ça dans Zoom, c'est l'objectif que tout le monde puisse intervenir, que ce soit par le chat ou directement en discutant. Voilà. Donc, voilà, donc une micro-slide, mais voilà, je voulais quand même vous la mettre. Donc, vous avez bien compris, en fait, votre performance digitale, elle dépend d'un certain nombre de facteurs d'optimisation interne. Donc, vous avez la possibilité d'agir sur votre politique tarifaire, donc les 4P ou 5P. Enfin, ça, Gabriel pourrait vous en parler bien mieux que moi sur la promotion en ligne, donc sur vos propres campagnes publicitaires, sur votre site. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez la maîtrise et sur lesquelles, finalement, on est focus et on y accorde 95 voire 100% de notre temps en se disant, voilà, moi, je veux vendre mes produits en ligne ou je veux distribuer mes solutions sur Internet. Ma marge de manœuvre, c'est de travailler sur tous mes facteurs internes sur lesquels j'ai de la maîtrise. Mais la performance digitale, un autre tendance qui impacte cette performance, c'est tous ces facteurs de perturbateurs, j'appellerais de perturbateurs externes, qui sont l'impact et l'utilisation de votre marque et leur propre stratégie, de vos concurrents, de vos revendeurs, des usurpateurs, des affiliés, donc de tout cet écosystème qui évolue autour de vous. Mais en fonction de leur action à eux, ça va avoir un impact sur votre propre performance, sur votre ROI, sur votre visibilité, sur votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer modestement de vous dire qu'effectivement, cette partie-là, tous ces facteurs externes, il faut être en mesure de les analyser, d'avoir une visibilité et de voir dans quelle mesure ils viennent impacter et sur lequel on peut avoir de la maîtrise pour pouvoir optimiser justement vos différents leviers. Donc, si on revient sur Google Ads, voilà, l'idée, ce n'est pas de faire un cours très précis sur les différentes atteintes, mais grosso modo, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour les fraudeurs pour pouvoir essayer de capter une partie de votre visibilité. Alors, il y a ceux qui vraiment, de manière assumée et manifeste, vont vraiment faire des cybersquatting de votre annonce officielle et de vos contenus officiels. Donc là, ils vont prendre quelque chose d'ultra similaire à votre annonce. Ils vont faire croire à l'internaute pour le tromper qu'ils vont aller chez vous
Et en fait, ils arrivent sur un site de contrefaçon, sur un comparateur, sur leur propre site. Donc là, c'est une activité qui est vraiment dans la mesure où en amont, vous êtes prémunis et on verra comment le faire. Vous pouvez vous prémunir contre ça. Et aujourd'hui, Google propose même un formulaire pour essayer de limiter ce genre de cyber-squatting. La phase la plus, je dirais, la plus importante, c'est et qui est utilisée par beaucoup de personnes, c'est tout simplement l'achat de la marque comme mot-clé. Donc là, c'est simplement, c'est la situation qu'on a vue avec la slide sur 1 minute 30. C'est très clairement l'agence web qui se dit, tiens, je vais spotter toutes les agences digitales, je vais acheter leur nom de marque pour me positionner, mettre une annonce AdWords, une annonce Google Ads dessus. Je me positionne et je fais apparaître mes propres contenus pour détourner du trafic. Et ensuite, vous avez les annonces frauduleuses où là, le nom de la marque est utilisé dans le texte, dans la description ou dans le titre pour créer de la confusion chez l'internaute. Et là, voilà, on est sur des… Tu as vu la question dans le chat aussi? Non, alors… Toujours les chiffres, 30 et 50% en pourcentage. Google que vous utilisez sont basés sur quelles statistiques? Alors, c'est des statistiques, je vous les repartagerai effectivement, je n'ai pas mis les sources. C'est des stats d'un cabinet, alors on l'avait indiqué dans le livre blanc, mais d'un cabinet qui est aux États-Unis, donc je vous donnerai les sources. Et nous, au-delà de ça, nous aujourd'hui, comme je vous dis, on traque énormément pour la France, parce qu'on a une clientèle plutôt française de mots-clés. Nous, on collecte plus de 10 millions d'annonces publicitaires par mois aujourd'hui. Et c'est des stats, effectivement, qu'on a challengées et qu'on a vérifiées. On a même des stats, nous, qui sont plus importantes nous concernant pour la France par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous le remettrai. Hop. Voilà, donc quelques exemples. Ouais. C'est bon, oui. Alors, quelques exemples peut-être. Voilà, d'autres exemples. Typiquement, voilà, je vous parlais de petites marques. On parle de distributeurs et ça touche tous les secteurs d'activité. On a parlé de textile, on a parlé on a parlé d'agences digitales, mais vraiment même le petit salon de coiffure, vous voyez, la salon La Parisienne, Institut Paris 17, vous allez avoir là des revendeurs qui vendent des coffrets cadeaux, qui vont se positionner sur la marque, sachant que là, en l'occurrence, dans ce cas précis, ça va être des revendeurs qui ne distribuent pas les produits de La Parisienne, de l'Institut de beauté, et donc du coup, qui ont juste eu une stratégie de typo-squatting sur l'ensemble des salons de coiffure pour pouvoir vendre ensuite la promotion et leur propre salon. Un autre exemple, voilà, d'un restaurant, Plume la Lune, qui plume la Lune, voilà, où vous avez, bon là en l'occurrence c'est une vieille slide, mais la fourchette qui est positionnée dessus, sans que le resto soit distribué, ne soit distribué sur le site La Fourchette. Mais simplement, voilà, ils se positionnent, ils ont intégré leurs éléments pour pouvoir optimiser le trafic et ensuite renvoyer. Là, plus simple, Lacoste, vous allez avoir voilà, différentes typologies de distributeurs et notamment, on le voit, je vous ai fait cette petite slide parce qu'on voit bien qu'on a des concurrents, des distributeurs et countryattire.fr. Là, en cliquant dessus, alors, je ne vous l'ai pas fait, mais c'est un site de contrefaçon. Voilà, d'ailleurs, on peut le pressentir avec l'annonce où il y a écrit Country Attire vous propose des articles imprégnés des valeurs. Donc, souvent, quand on a des textes un peu vaseux comme ça, on sait que c'est des Google traductions. Et effectivement, on a cliqué et il s'avérait que c'est un site de contrefaçon, donc du coup, qui profite de la notoriété du site Lacoste pour pouvoir vendre des contrefaçons, sachant que, petit aparté, la contrefaçon, c'est une activité qui est légale, qui rapporte aujourd'hui beaucoup plus que le trafic de drogue aux mafias, puisque la plupart des sites de contrefaçon aujourd'hui sont pilotés par la mafia qui font des galaxies de sites, notamment sur les grosses marques comme ça, et qui alimentent des réseaux et des circuits un peu obscurs.
Donc, quelques, ouais, quelques insights sur les techniques, qui sont à la disposition en fait, des concurrents et qui sont à la disposition de tout le monde. Et pourquoi il y a cette problématique. Tout simplement parce que, en gros, sur Google, si vous allez faire un tour, vous avez la possibilité de faire du ciblage d'annonces. Donc, vous avez la possibilité de planifier des horaires d'affichage de vos contenus et de géolocaliser les adresses. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui veut vous nuire et qui veut capter une partie de votre trafic, souvent, une des techniques de ce concurrent, c'est de se dire, bon, voilà, MoneyBrand, je sais que le siège social, il est à Paris, qui sont sur les horaires de bureau de 9h à 18h. Moi, je vais cibler l'affichage de mes annonces publicitaires dans le sud de la France entre 18h et 5h du matin. Et là, comme ça, même si la personne, elle cherche sur son ordinateur et elle se fait des petites recherches tout seul, du coup, comme il sera dehors de mon ciblage, il ne verra jamais mes agences publicitaires frauduleuses. Donc, en fait, il faut bien intégrer tout ça. Il faut bien intégrer qu'effectivement, vous pouvez cibler la zone géographique, cibler les horaires, cibler les mots-clés. Et donc, du coup, toute cette marge de manœuvre qui est offerte par la plateforme, par Google Ads, permet aux fraudeurs, aux affiliés ou aux concurrents de passer sous les mailles du filet et sous votre radar personnel. Et donc, sans vous rendre compte, vous pouvez à un moment donné être attaqué depuis des mois, des semaines, des années, sans jamais, vous, de votre poste de travail avec votre IP qui est localisé à Paris, si vous êtes à Paris, vous apercevoir qu'effectivement, il y a des détournements de votre marque qui sont faits. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un petit zoom sur la loi, sur le sujet. Et toute la problématique, elle vient de là. Elle vient du fait que Google, la plateforme technique Google, depuis 2010 pour la France, et c'est un petit peu ce qui prévaut un peu partout dans le monde, n'est pas reconnue comme responsable du contenu qui est diffusé sur sa plateforme, et que du coup, en fait, l'utilisation de la plateforme Google par des tiers fait que Google n'est pas responsable de tous les contenus qui sont diffusés sur son moteur de recherche. Et donc, c'est charge aux marques à savoir si effectivement les contenus qui sont diffusés sur la plateforme sont des contenus qui respectent les droits de propriété intellectuelle et la réglementation en vigueur. Mais du coup, Google n'est pas reconnu solidaire de ces problématiques et donc simplement fournit un outil et après charge aux différentes personnes qui sont dessus d'y être ou de dénoncer auprès de leur service si vous êtes témoin d'une activité illicite sur la plateforme. Donc voilà, donc pour Google, très rapidement, vous pouvez aujourd'hui utiliser le nom de la marque d'une marque concurrente comme mot-clé. Donc, vous pouvez acheter. Donc, la situation là, de l'agence sur 1 minute 30, elle est légale dans la mesure où il n'y a pas de confusion, où la marque, dans la mesure où 1 minute 30 a déposé sa marque auprès de Google, n'est pas utilisée dans le corps de l'annonce et qu'elle ne fait pas référence, l'annonce publicitaire ne fait pas référence aux produits distribués par la marque. Donc là, par exemple, alors je ne sais pas si tes nouveaux bouquins ou ton Canva Acquisition Strategy, ou tout ça, c'est des marques déposées, ou voilà, si tout ça sont des marques déposées, mais si ça l'était, et que tu le déclarais… Pas tout. Stratégie design. D'accord. Mais donc, du coup, si ça l'était, en fait, personne ne pourrait utiliser dans ses annonces publicitaires. Est-ce que vous voulez une acquisition stratégie design? On peut vous le faire. Voilà, tu vois, donc c'est des choses qui pourraient être mises en place. Donc, il faut vraiment comprendre que Google a ses règles, mais de toute façon, ces règles ne se substituent pas aux droits des marques
Et donc, en France, on a un cadre qui permet malgré tout à tout le monde de se protéger dans la mesure où en amont, il y a eu un dépôt à l'INPI. Et donc, du coup, de facto, il appartient à chacun d'entre nous d'effectuer cette surveillance et, le cas échéant, de mettre en place les mesures pour faire cesser ces atteintes en ligne sur la marque. Donc, grosso modo, un petit zoom jurisprudentiel sur l'état de l'art de ce qui est en matière de Google Ads, ce qui est aujourd'hui fait. Grosso modo, aujourd'hui, sur Google, la juridiction dit que on estime qu'il y a un risque de confusion pour l'internaute entre la recherche et le renvoi par le concurrent. S'il y a un risque de confusion, potentiellement, on peut être dans un cadre de concurrence déloyale, de parasitisme ou de publicité mensongère. Donc, la confusion, c'est quelque chose d'ultra subjectif. Donc, il faut pouvoir le prouver. Mais très clairement, 1 minute 30, on arrive sur Veso et tout. On a des arguments pour dire, voilà, on est dans le même secteur d'activité. La personne, elle peut potentiellement imaginer qu'elle va sur 1 minute 30. C'est la marque qui est tapée en exact. On a quand même des arguments pour pouvoir faire valoir justement ce risque de confusion. Alors, donc, du coup, maintenant, on va partir un petit peu, on va passer sur cette deuxième partie. Donc, maintenant qu'on a dressé un peu le panorama, qu'on a bien vu le problème, identifié un petit peu l'impact que ça peut avoir sur nos marques respectives, maintenant, la question, c'est de savoir comment on fait pour se protéger. Et c'est un petit peu quelques éléments, quelques pistes que je voulais vous partager avec vous. Et donc, du coup, l'idée, c'est de parcourir ensemble un certain nombre de points et de best practices que je vous invite tous à faire pour pouvoir justement optimiser cette maîtrise de cette pression concurrentielle et de cette pollution externe. Donc, le premier truc peut-être, c'est de se dire Google, depuis quelques années, a mis en place un formulaire de dépôt de sa marque qui vous permet de vous assurer qu'au moment de la création de leur campagne, lorsqu'un internaute va créer sa campagne, dans la mesure où vous avez renseigné ce formulaire sur Google, en fait, la personne, quand elle va écrire son annonce, imaginons que l'agence, tout à l'heure, sur 1 minute 30, elle se dit, bon, je vais aller encore plus loin plutôt que me positionner en achat sur le mot-clé. Je vais carrément mettre, vous vouliez aller chez 1 minute 30, mais venez plutôt chez nous parce qu'on est encore plus compétitif, par exemple. Je le schématise. Ça, il serait bloqué lors de la création de son annonce publicitaire parce que, et on lui indiquerait que non, vous ne pouvez pas utiliser dans votre contenu la marque 1 minute 30 parce que c'est une marque qui a été préalablement déposée par le titulaire de droit. Donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit, qui ne prend pas trop de temps à faire. Vous avez pour 20 minutes à remplir 15 minutes à remplir le formulaire. Il faut simplement, au préalable, s'assurer que vous avez un numéro d'enregistrement de votre marque à l'INPI. Vous pouvez, ce qui est pas mal, petit tip, c'est qu'ils ne vous demandent pas ni les catégories, ni la zone géographique. Donc, vous pouvez faire un dépôt France, entre guillemets, et sur le formulaire, demander que cette protection, elle soit, que ce blocage pour la création des annonces publicitaires soit sur une zone qui soit plus élargie. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous dire, je me fais un dépôt mondial qui peut coûter cher à l'INPI. Vous pouvez simplement vous faire un petit dépôt France. J'ai plus en tête les prix, mais c'est de l'ordre de 250 €, je crois, pour une seule classe pour 3 ans. Je crois que ça a même baissé. Ça a même baissé, ouais. Donc, du coup, ça reste quelque chose de pas trop compliqué à faire et qui permet de protéger un petit peu vos assets, à la fois dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde physique. Voilà. Et donc, du coup, Google vous permet. Et ce travail, vous pouvez le faire effectivement sur l'ensemble des places de marché, puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis à jour. Donc, aujourd'hui, on fait un petit focus sur Google, mais bien évidemment, sur Yahoo, sur Bing, sur Amazon, si vous vendez des produits, vous avez la possibilité de faire la même chose. Et je vous invite d'ailleurs à le faire
sur tous les leviers que vous utilisez sur Internet. Donc, la deuxième chose, c'est effectivement c'est tout simplement de surveiller ses concurrents. Donc c'est d'avoir le réflexe régulièrement de taper notre marque, de faire cet exercice parce que souvent on le fait, et de sensibiliser vos équipes qui elles aussi, lorsqu'elles elles travaillent et elles vont taper le nom de votre marque, sensibiliser vos équipes à l'importance d'avoir une action et de réagir lorsqu'il y a un concurrent qui se positionne sur la marque, parce que souvent, voilà, on va tous le taper et puis on va laisser passer le truc. Là, typiquement, voilà, sur la copie 1 minute 30, c'est dommage de ne pas envoyer un petit mail à l'agence et de lui dire bon, t'es gentil, mais là, c'est quand même du parasitisme manifeste. Sur la marque en exact 1 minute 30, il y a ton annonce AdWords. Est-ce que tu peux mettre en négatif ta marque? Donc c'est ça. Sachant qu'effectivement, donc là, vous avez une copie d'écran de la plateforme MoneyBrand. Vous l'avez compris, vous pouvez le faire vous manuellement, si ce n'est que manuellement, pour bien faire les choses, il faut bien comprendre que les gens, comme je vous ai dit, peuvent paramétrer leur campagne AdWords, leur campagne de manière géolocalisée et horodatée. Donc, si vous le faites uniquement de votre machine qui est basée à Paris aux mêmes heures, vous allez passer à côté d'énormément de concurrents qui vont être positionnés soit à l'étranger, soit en région et qui auront géolocalisé les campagnes en dehors de la zone d'où vous faites votre requête. Donc, l'idée, c'est que, et c'est pour ça qu'on a créé, nous, MoneyBrand, c'est justement, grosso modo, en termes de mécanique, nous, on a des serveurs partout dans le monde. On est connecté sur plus de 150 000 machines qui effectuent des recherches partout dans le monde de manière horodatée. Donc, on effectue des milliers de requêtes partout. On consolide toutes ces datas et on vous livre en temps réel l'ensemble des annonceurs qui sont positionnés sur votre marque avec un système d'alerting qui vous permet de vous dire « Ah tiens, il y a un nouvel annonceur qui vient de se positionner sur ma marque sur tel mot-clé en exact, en typo squatting ou en large. » Donc, surveiller ses concurrents, quels que soient les moyens, c'est quand même important et je vous invite à le faire. Alors ça, je vous l'ai mis, c'est une best practice, mais qui est quand même important, notamment pour les petites marques, il ne faut pas non plus le négliger. C'est aussi de se dire, même si moralement, on se dit, c'est quand même abusé de se dire qu'il faille acheter ma marque dans Google, mais malgré tout, c'est un peu important pour s'assurer une bonne visibilité et pour éviter la situation qu'on a vue. C'est important aussi parce que, ça permet de… En fait, le concurrent, quand il se dit « Tiens, je vais tester de me positionner là-dessus », il le fait aussi parce qu'il se dit « eux, ils ne sont pas positionnés sur leur propre marque. » Donc, du coup, il y a un espace, il y a une opportunité à prendre qui est assez facile. Et au-delà de ça, en fait, dans la mesure où vous achetez votre propre marque, sur votre compte Google de manière globale, vous améliorez votre quality score. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tape 1 minute 30 et qui clique sur l'annonce 1 minute 30, souvent, enfin, qui tape 1 minute 30, il veut aller sur l'annonce 1 minute 30, donc il va cliquer dessus. Donc, vous allez améliorer la performance de vos campagnes. Et donc, du coup, cette performance, elle va être viralisée et elle va augmenter votre stat global sur l'ensemble de votre compte Google Ads. Et donc, sur vos requêtes, imaginez, vous essayez de vous positionner, là, si Imran essaie de se positionner, par exemple, sur Agence Digitale Paris, sans le nom de sa marque, il a un quality score aujourd'hui qui est petit. Le fait qu'il ait des meilleures conversions sur ses requêtes marques fait qu'il aura un meilleur quality score pour Google. Et donc, du coup, il aura des meilleurs affichages sur des requêtes larges. Donc, en fait, tout ça, c'est une histoire de cercle vertueux. Et l'idée, c'est qu'on sait que sur des requêtes marques, quand la marque apparaît, effectivement, elle va payer des clics qu'elle ne devrait pas parce qu'elle pourrait se dire « Bon, c'est la marque, elle m'appartient, je ne vais pas payer en plus, alors que je fais par ailleurs plein d'opérations de notoriété. » Mais ça permet de contribuer de manière globale à une optimisation de son compte sur Google. Donc, un des autres éléments, je vous l'ai dit, et pareil, ça fait partie de la proposition de valeur de MoneyBrand, mais vous pouvez le faire tout à fait tout seul. C'est tout simplement, une fois que vous les avez identifiés, c'est de les notifier.
Donc, systématiquement, d'envoyer un mail ou de mettre en place en interne un process pour pouvoir notifier vos concurrents, donc de leur dire, d'identifier qui est le contact et d'être en mesure de lui dire de se retirer de votre marque. Ça vous permet comme ça, du coup, d'optimiser vos propres comptes, d'avoir moins de pression sur votre marque et pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, d'optimiser votre trafic, votre chiffre d'affaires et votre visibilité en ligne. Donc, notifier les concurrents, ça peut être long, chronophage et fastidieux, mais soit on peut vous accompagner sur cette démarche, même en aide si vous avez besoin de templates ou de choses. Mais grosso modo, l'idée, c'est de demander aux concurrents, c'est de lui apporter la preuve, donc avec la copie d'écran que vous avez pris si vous l'avez, que du positionnement et du parasitisme, et lui demander de mettre en négatif votre marque dans ses campagnes Google Ads pour plus qu'il apparaisse et pour bloquer justement ces apparitions d'annonces sur votre marque. Donc, ça se fait de manière souvent mitigation, très contentieux, un petit mail. La personne, et c'est un peu le jeu de dupe, tout le monde essaye. Quand on se fait tacler et qu'on vous le dit, vous obtempérez, vous le faites. Nous, à titre d'exemple, via cette démarche, donc nous, on envoie en moyenne pour l'ensemble de nos clients, on envoie un peu plus de 10 000 notifications de demande de retrait par mois, entre 10 et 15 000. On a des taux de réponse et d'acceptation qui sont entre 55 et 65% sur l'ensemble de nos clients. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on arrive à faire baisser 55-60% de cette pression concurrentielle juste en envoyant ces courriers en escalade. Alors, nous, on a processé vraiment les outils avec des systèmes de relance automatique, de renvoi, de copie d'écran automatisée. Mais vous pouvez complètement aussi faire ces choses par vous-même. Dernier truc, c'est que Google a mis depuis quelques années en place sur des situations vraiment non autorisées un formulaire de complaint qui peut être intéressant de remplir. Donc, sur ce formulaire, vous pouvez déposer auprès de Google pour qu'ils sanctionnent un comportement illicite qui ne respecte pas les conditions d'usage de leur plateforme. Donc, quand on est vraiment sur une situation, alors là, Google est assez binaire là-dessus, hein, et ils prennent leur biais. Donc, il faut vraiment que la situation elle soit critique pour que ce soit valide. Mais si vous avez soit vraiment un site de contrefaçon, soit vraiment quelqu'un qui utilise votre marque et ou qui fait de la diffamation ou quelque chose, vous pouvez le dénoncer. Et aujourd'hui, Google est assez réactif là-dessus pour pouvoir supprimer le contenu. Et si c'est une situation qui est grave, même il supprime le compte Google Ads de la personne qui aurait été trop malveillante envers quelqu'un. Et au cas où, ce serait compliqué de faire la petite config pour nous Non, bien sûr. C'est prévu dans le process. Je te le fais. Ah, cool. Voilà. Dernier élément, je dirais en conseil, c'est tout ça. C'est un petit peu de s'organiser en interne et de piloter. Je vous disais, il faut mettre en place une démarche et une dynamique en interne. Je t'avoue et je te jure que ce n'est pas du pipeau. On s'appuie un peu sur tes matrices pour le faire chez nos clients. Yam, en fait, on a recustomisé un petit peu tes matrices, ce qui permet, nous, quand on arrive chez un client, d'identifier avec eux le pool de mots-clés sémantiques qu'ils veulent surveiller, quels sont les différents problèmes qu'ils rencontrent, quels sont les acteurs qu'il faut qu'on contacte en termes de process s'il se passe telle chose, si c'est un revendeur autorisé, si ce n'en est pas un, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on établit quelles sont les actions qu'on met en place concrètement en fonction de chacune des typologies et comment on traque l'évolution de cette pression concurrentielle et de ces éléments. Et du coup, on s'appuie un peu sur des méthodologies 1030 pour accompagner nos clients là-dessus.
en Bah, c'est une un peu tes super campagnes. initiative en tout cas. Donc, ouais, voilà. Bah, écoute, hein, tu sais, on essaye de rentabiliser les heures de conseil et de mettre en place voilà, des démarches qui ont un peu d'impact chez nous et chez nos clients. Et ça plaît assez. Donc, ça, c'est assez cool. Et donc, je vous disais effectivement sur la partie suivi, c'est important aussi de suivre un petit peu l'évolution de cette pression concurrentielle et de suivre aussi l'impact de cette baisse de pression si vous menez en place des efforts sur votre propre performance digitale en termes de visibilité, en termes de CPC, en termes de CTR et en termes de chiffre d'affaires et de transformation. Donc ça, c'est un petit peu le troisième métier de Moneybrand aussi, c'est d'être en capacité d'historiser toute cette data sur votre marque pour pouvoir proposer des KPI et des dashboards personnalisés qui permettent aux marques d'être un vrai outil d'aide à la décision et de pilotage. Voilà, donc pour résumer, parce qu'on approche de la fin, oui, il est 11 heures déjà. L'idée, c'était vraiment, et je vous partageais quelques infos sur nos clients sur 2021. Nous, pour nos clients qu'on a accompagnés, cette démarche de baisse des pressions concurrentielles, pour que vous ayez une idée de l'impact, ça a permis, et on parle sur alors on a une clientèle, je dirais 80%, c'est des grands comptes, 20%, c'est des plus petites marques. Mais en fait, pour nos marques, l'impact de cette baisse de pression concurrentielle, c'est une baisse de l'ordre de 20% en moyenne de leur coût par clic sur leurs mots-clés d'acquisition marque. Et alors, imaginez, je vous donne, hier, par exemple, j'étais avec Boursorama. Boursorama, on parle de budget publicitaire. Ils investissent 700 000 euros par mois en budget ads. Et donc, sur toutes les requêtes marques, ça représente probablement 20 ou 30% de ce budget. Et les CPC ont baissé du coup de 20% sur ce budget. Donc, en termes d'économies réalisées en faisant ça, ils sont hyper satisfaits. C'est pour ça, du coup, qu'on a très peu de churn et que la solution continue de bien se développer. En termes de visibilité, du coup, en faisant baisser cette pression concurrentielle, on va mécaniquement, du coup, faire remonter les contenus et les annonces officielles, à la fois en payant et en naturel. Et donc, du coup, on améliore la visibilité des contenus officiels, puisqu'en fait, on retire les contenus parasites sur votre marque. On protège les clients. Effectivement, il y a une meilleure maîtrise des réseaux de distribution. Et puis, au-delà de ça, je vous en parlais, le fait de savoir et d'historiser un petit peu ce qui se passe et ce que font les concurrents de votre marque ou de votre secteur, parce qu'on va surveiller aussi des mots-clés génériques, vous permet d'avoir une meilleure connaissance de votre marché, de votre écosystème et de challenger justement vos modèles et votre visibilité en ligne. Voilà, sur cette partie, j'espère que vous avez réussi à capter quelques insights et avoir quelques informations intéressantes. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et puis, Tu as une dernière question avant ouais. qu'on attaque la partie plus interactive. Qu'en est-il de ceux qui ont des campagnes déjà en place avec l'achat de notre marque? Alors là, typiquement, on ne parle pas de nouveau. On parle, en fait, à partir du moment où vous le voyez, et donc si vous captez une annonce publicitaire, vous pouvez complètement le notifier et leur demander d'arrêter. Ce n'est pas au moment de la création de campagne. Vous pouvez mettre en négatif et vous pouvez demander à un annonceur de mettre en négatif à tout moment du cycle de vie, tant qu'il affiche des campagnes qui utilisent votre marque, vous pouvez lui demander d'arrêter. Voilà. Donc, juste dans le cadre, dernier truc, sans vouloir faire trop d'auto-promo, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on s'est lancé dans une dynamique un peu sympa où on veut accompagner des marques un petit peu sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On a mis en place un système où, alors, c'est pas la plateforme SaaS, elle n'est pas complètement autonome encore là-dessus puisqu'on démarre. Mais si vous voulez, on peut mettre sur surveillance quelques mots-clés gratuitement
paramétrer une surveillance pour vos marques ou les marques de vos clients, une dizaine de mots-clés, ce qui vous permettrait d'avoir un monitoring et d'avoir des alertes automatiques dès qu'on voit sur une petite zone géographique, dès qu'on voit des concurrents apparaître. Et donc, typiquement, là, 1 minute 30, le travail que j'ai fait là manuellement, si on met cette surveillance pour toi, Gab, tu auras comme ça une alerte dès que tu as un typo squatting qui apparaîtrait, et ce qui permettrait après soit d'agir en interne ou de nous envoyer